something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour et bienvenue dans votre émission consacrée au spectacle vivant, très vivant même. Alors comme chaque semaine, je vais faire mon petit tour de table. Monsieur Arnal, bonjour. Bonjour Madame Soula, bonjour à tous et à toutes. Bien, l'ami Pierre Estournel est là aussi. Bonjour Pierre. Bonjour à tous nos auditeurs, bonjour l'équipe. Alors où vous conduira cette semaine votre coup de cœur, Pierre, dites-nous. J'irai au Sorano. Alors j'ai cru un instant que le président et Madame Merkel nous y accompagneraient pour parler de la culture régionale, mais ils sont hélas partis avant non, voilà. Bien. Ils nous sont passés sous le nez. En même temps, si nous on veut pouvoir accéder au Sorano, il vaut mieux qu'il ne soit pas là. N'en parlez pas. Et bonjour Mademoiselle Anna, toujours avec le sourire. Oui, bonjour Voilà. à tous. Anna, il faut rester jusqu'au bout, messieurs, dames, qui nous donnera 3-4 conseils de sortie en fin d'émission. Voilà, bonjour à Rémi également, Rémi Souloumiac, aux manettes de l'enregistrement radio de l'émission et de sa version, maintenant vous êtes au courant, numérique pour YouTube. Alors, notre invité est un habitué d'Audition Libre. Je crois bien qu'il détient le record d'invitations dans notre émission. Si. Mais nous, que voulez-vous, on adore vous écouter pendant des heures, nous parler de votre métier et de votre passion. Bon, il s'agit, vous l'aurez compris, vous avez peut-être reconnu la voix du directeur de la danse du Ballet du Capitole, Kader Bellarbi, bonjour. Bonjour, chers amis. Alors, Kader Bellarbi, vous êtes ici, je crois, je viens de le dire, l'ami public numéro 1. Il est donc normal que vous comparaissiez à l'audition libre. Audition libre, interview, Mathieu Arnal. Oui, alors après Nourieff et Nijinski, vous vous attaquez, Kader Bellarbi, un autre géant de l'histoire de la danse avec Serge Liffard, danseur, chorégraphe, pédagogue, mais aussi révolutionnaire. Alors pour commencer cet entretien, pouvez-vous nous rappeler les différents apports de Liffard ? Alors Serge Liffard a été un des derniers danseurs des ballets russes et à la mort de Diaghilev en 1929, il a dissolu entièrement les ballets russes. Il a été immédiatement appelé par le directeur de l'Opéra de Paris en 29 et jusqu'en 58, il était directeur de l'Opéra de Paris. Mais il était aussi chorégraphe, il a créé à peu près 80 œuvres. C'était un danseur charismatique et il a révolutionné, je dirais, la danse classique en inventant des mouvements nouveaux inscrits à l'intérieur, avec parfois une représentation un peu de l'Antiquité, un peu grecque, égyptienne, sur des positions, mais des arabesques décalées. Il a créé le défilé comme le 14 juillet à l'Opéra de Paris. C'est la tradition maintenant depuis plus d'une 50aine d'années. Et le style de sa danse a été nommé néo-classique. Très bien. Alors justement, on reste avec Serge Liffard pour inaugurer cette nouvelle saison du Ballet du Capitole. Vous lui rendez hommage sur la scène du théâtre du Capitole du 23 au 27 octobre avec 2 pièces, Suite en blanc et Les Mirages. Alors, 2 de ces grandes pièces chorégraphiques et que vous avez regroupé, vous, sous le titre Joyaux français. Un mot sur ce diptyque, Kader Bellarbi. Alors, Joyaux français, bien sûr, ce sont les étoiles qui brillent sur scène, mais cela correspond aussi à Suite en blanc. Suite en blanc, c'est une succession de variations, je dirais, aussi bien délicates que virtuoses. C'est aussi, à sa manière, en 1943, quand Serge Liffard l'a créé, la possibilité de vérifier et de faire un bilan, je dirais, de ses danseurs et de la danse. Donc, il a essayé de montrer une sorte d'exercice d'étude sur la musique d'Édouard Lalo, donc extrait de Namouna. Et à partir de là, vous avez aussi bien des solos, des duos, des trios, des quintettes. On peut comparer ça aujourd'hui peut-être à une battle hip-hop. C'est-à-dire qu'on a vraiment des champions sportifs qui sont sur scène et qui vont briller dans des variations différentes, dans des duos aussi. Donc, il y a des parties d'âge et vous allez avoir absolument tout le panorama de ce qu'un danseur, où il peut exceller. Et bien sûr, cela est aussi avec un ensemble qui est le corps de ballet. Donc on a au tout début l'impression de voir un joyau. Nous sommes vraiment dans le joyau français, puisque c'est l'école française, c'est le style français de Serge Liffard. Et ensuite, on finit vraiment avec cette coda à la fin très brillante. On a l'impression d'être dans les aventuriers de l'Arche perdue, parce qu'il y a une grande musique de Lalo, mais qui fait que tout ça... Il y aura Harrison Ford dans le public ? Ah, peut-être, je vais l'appeler. Mais il y a aussi des grands manèges, il y a des grandes pirouettes.
Et c'est pour ça que tout d'un coup, c'est une émulation aussi pour nos danseurs. C'est une manière de mettre le pied à l'étrier pour lancer cette saison. Mais ça, c'est un ballet abstrait. C'était la volonté d'être dans une danse d'épure et que le mouvement parle autant que la musique, mais simplement par, je dirais, la belle danse. Et la deuxième partie du programme, ce sont les mirages. Les mirages, très très brièvement, c'est un jeune homme qui va accepter sa solitude. Sa solitude, c'est une ombre qui lui colle au dos, c'est un fardeau, mais il va faire tout un parcours initiatique en rentrant dans une sorte de palais des nuits où les filles de la nuit vont lui ouvrir les portes des mirages. Il va rencontrer une chimère, il y a des marchands qui vont le soudoyer, il va ouvrir un coffre où c'est son ombre qui apparaîtra et rien d'autre. Il va tomber amoureux de la plus belle femme du monde, mais les anges de la mort vont la faire disparaître. On va aller de la nuit jusqu'au zénith et à la fin, il va accepter son ombre. Très bien, donc rien à voir avec les avions, les mirages. Même si on est à Toulouse. Évoquons maintenant les à côté autour de Joyaux Français, ce week-end, avec samedi soir à 19h30 le grand carnet de danse et dimanche midi une masterclass proposée par Monique Loudière, danseuse étoile du ballet de l'Opéra National de Paris. D'abord donc le grand carnet de danse. Alors, vous savez, dans la danse, la transmission, nous sommes des passeurs. Et j'ai demandé à Charles Jude aussi, qui est danseur étoile de l'Opéra de Paris et qui est le vice-président de la Fondation Serge Liffard, ainsi donc Monique Loudière, d'être présent pour pouvoir permettre aussi bien aux danseurs et à notre public toulousain de pouvoir s'inscrire par exemple à la masterclass ou d'assister à la masterclass pour voir exactement comment un cours quotidien est mis en situation et en correspondance de la programmation que nous faites de Serge Liffard. Donc ça, ce sera pour la masterclass. Et puis, vous avez parlé du grand carnet de danse ? Oui. Le samedi soir. Pardon, alors excusez-moi. Non. Et donc le grand carnet de danse, c'est le théâtre qui s'ouvre aussi, pareil, au public. C'est une entrée libre pour essayer de venir découvrir ou redécouvrir ce que veut dire la danse classique, mais là, stylisée dans cette programmation. Et là, on parle vraiment de patrimoine français. Ça a une importance capitale. Vous disiez tout à l'heure, Nijinsky, Nureyev, aujourd'hui Liffard. En tout cas, le ballet du Capitole, avec le théâtre du Capitole à partir de Toulouse, c'est ma mission en tant que directeur du ballet, de pouvoir permettre, à partir de cet endroit, de pouvoir rayonner ce que la danse française a écrit avec son école et son style. Et donc, c'est ma mission. Et donc, les Toulousains vont pouvoir profiter de cela à partir de ce contexte, on va dire, autour aussi, pour comprendre, voir, sentir ce que veut dire Joyaux Français. Donc on invite Mademoiselle Constance ce week-end. Ce week-end-là, on va essayer de s'organiser, on va voir. À venir au théâtre du Capitole. Et peut-être vous, Anna, vous avez peut-être l'habitude, non ? Vous qui êtes une grande des masterclass, pas trop, mais c'est vrai que j'ai fait de la danse depuis longtemps, oui. Bien, alors on se retrouve tous samedi. Alors, puisque vous êtes notre invité Kader Bellarbi, nous allons profiter un peu de votre présence pour évoquer le reste de la saison des ballets du Capitole. Et l'on commence avec À nos amours, donc donné dans le cadre du festival Lumière sur le quai, au Quai des Savoirs. Donc c'est les 2 et 3 novembre. Alors, que se cache-t-il derrière ce titre à la Maurice Pialat ? Vous avez cité l'Arche perdue, mais moi, À nos amours, ça m'évoque ce film de 83, voilà, qui révéla effectivement Sandrine Bonner. Vous savez, le ballet est toujours en mouvement, donc les lieux sont importants. C'est une autre manière finalement de s'adapter pendant ce festival à un lieu comme le Quai des Savoirs. Et avec Laurent Chiquano, le directeur, on a décidé de mettre en jeu finalement cette pièce À nos amours qui parle de la symbolique d'un couple, mais qui est représentée par 3 couples. Et on va parler du passé, du présent et du futur. Et il est impossible de pouvoir se rencontrer soi-même ou bien son partenaire amoureux dans le temps. Mais là, ça sera possible. Donc c'est une manière, de dire qu'il y a la jeunesse. Les premiers émois. Les premiers émois, les amours enfantines, avec cet embrasement de cette jeunesse. Nous avons ensuite, bien sûr, le temps présent. Donc c'est la maturité, mais c'est sans doute avec les déchirements de cette maturité. Et nous avons ensuite le futur. Le futur, c'est sans doute la tendresse de la vieillesse. Donc c'est ce parcours que j'ai trouvé intéressant dans le temps et dans l'espace, où finalement ce couple va peut-être pouvoir se rencontrer dans ces 3 âges de la vie. Parfois, on ne se supporte plus dans l'âge de la vie. Il n'y a pas toujours ça partie à chacun. Mais c'est plus joli. Votre version est plus jolie, je veux bien l'admettre. Oui. On poursuit cette belle saison 2019-2020 avec la grand classique. On arrive à Noël avec Casse-Noisette, le grand classique de Tchaïkovski, donc proposé lors des fêtes de fin d'année. C'est du 20 au 29 décembre.
donc une nouvelle fois, avec, on devra en prendre plein les mirettes, je vais y arriver. C'est à nos amours, ça m'a troublé. Donc pour cette réinterprétation du plus merveilleux des contes de Noël. Oui, puis il y a une petite note supplémentaire pour le mois de décembre. Le 25 décembre, j'ai proposé à la direction, qu'il a évidemment accepté, c'est un Noël des enfants. C'est-à-dire que certains enfants qui sont dans des milieux défavorisés, malades ou handicapés, pourront venir assister à l'après-midi, à la matinée finalement de Casse-Noisette. Un mot peut-être sur Casse-Noisette. Voilà. Oui, on a un peu de temps en fait. On est un peu c'est une relecture complète. C'est vrai qu'on est un peu Casse-Noisette. Et donc dans cette relecture, c'était une volonté de pouvoir resituer les tribulations finalement de ces jeunes enfants qui sont là des pensionnaires. Ils sont dans un pensionnat, ils sont isolés parce qu'il y a certains parents qui ne vont pas venir les chercher. Donc ils décident avec le directeur qui s'appelle Drosselmeyer, drôle de mère peut-être, si je veux jouer sur les mots, qui est accompagné de la haute surveillante, ont décidé finalement de les amuser toute une nuit, et on va être entre rêverie et cauchemar dans le premier acte, dans ce pensionnat où tout va s'agrandir. On peut imaginer toutes les fantasmagories justement plutôt hoffmannienne, parce qu'il y a un petit peu une cruauté qui va intervenir, où finalement la Marie va embarquer 5 petits enfants, qui sont comme le Club des 5, mais qui vont se transformer en jouets par la magie de Drosselmeyer. Fin du premier acte, et nous débarquons dans le deuxième acte, dans une sorte de jardin chimérique et de rêverie, où finalement le Casse-Noisette, qui était un petit jouet, est devenu un pantin, un peu humain, mais il perd un bras. Et toute la recherche va être dans tous les pays du monde pour pouvoir retrouver, cette cruauté finalement d'avoir un bras en moins. Ce bras va être retrouvé par magie, et c'est là où ce petit Casse-Noisette va se transformer en prince, avec la jolie petite Marie qui décide de devenir princesse. Et là, c'est l'amour et le conte de fées qui intervient. Mais malheureusement, tout cela revient au dortoir à la fin. La boucle est bouclée. Est-ce qu'on a rêvé ou pas ? C'est toujours de belles histoires d'amour avec vous, Kader Belarbi. Alors, comptez par vous en plus. Alors que les histoires d'amour finissent mal en général. Oui, en général. Pas avec Kader Belarbi, c'est ça qui est bien. Attendez, il y en a certaines qui vont arriver bientôt. Il y a des perspectives pour cela. D'accord. Il faut changer aussi le ton. Il faudra composer à l'occasion. Oui. Allez, on va prendre un peu de temps là pour évoquer les 2 créations, même si elles seront programmées qu'en fin de saison. 2 créations donc avec Toulouse-Lautrec le 28 mai au 3 juin. Alors c'est vous, Kader, qui avez écrit et qui mettez en scène ce nouveau ballet autour de la figure et de la vie de ce peintre qu'on aime tous, albigeois. Alors Toulouse-Lautrec, cela fait à peu près 3 ans que j'y pensais. Il y a toujours un moment pour cela. Ça a été aussi accepté, entendu avec la direction pour que ça puisse apparaître pour le mois de mai prochain. C'est pas un anniversaire, là, il me semble. On parle beaucoup de non, mais ce qui se passe, il y a une rétrospective au Grand Palais. Ah oui, voilà, exactement. En ce moment, il me semblait qu'on entendait pas mal parler. Voilà, j'étais au vernissage le 7 octobre dernier. Et je me suis fait accompagner de la conservatrice en chef Danielle Devinck, donc du musée Toulouse-Lautrec Albi, pour avoir un regard justement sur le travail que je voulais mettre en place. D'ailleurs, il faut aller voir l'exposition Lautrec à Paris, c'est fabuleux. Allez voir Bacon, allez voir Degas, allez voir Hartung. Voilà, je deviens parisien, mais non, ces expositions sont absolument merveilleuses. Je reviens sur Toulouse-Lautrec. Ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur la notion du corps de Toulouse-Lautrec et de faire tout un parcours. Pourquoi ce corps qui a été empêché, arrêté finalement, est devenu le petit grand homme. Et donc, il dit bien que s'il n'avait pas eu cette maladie, il n'était pas nain, il mesurait 1m52, il est mort à 37 ans. Mais c'est une dysplasie osseuse, une maladie qu'il a eue véritablement. Donc il s'est fracturé bien sûr les 2 jambes. Il souhaitait être un cavalier, absolument pas peintre, mais cette fracture et cet empêchement lui a provoqué une sorte de sublimation, donc c'est l'esprit sans doute qui a pris le dessus sur le corps, et cette transcendance, c'est ce geste absolument clairvoyant de faire ce témoignage de toute la vie, de toute l'âme humaine des gens qu'il a croqué et qui est absolument merveilleuse. Et donc ce rapport entre le corps et l'esprit m'a intéressé, et nous aurons le corps empêché, arrêté, fou, il a consommé tout au long de sa vie, il s'est consumé aussi, mais c'est le corps amoureux, c'est le corps glorieux. Évidemment, je vais éviter d'aller peut-être dans un illustratif ou un kitschissime de la bohème avec toutes ces fêtes
des nuits. On en recroise, oui. Voilà, pas la il y aura des personnages Ah. qui sont ces figures féminines. Disons qu'il y aura la Cité des femmes de Toulouse-Lautrec, Oui. qui sera toutes les couleurs, mais il y aura aussi peut-être le cercle des hommes, une masse plus sombre. Vous savez, ce sont les spectateurs, les clients, les abonnés. Donc des mondes différents qui vont se croiser comme ça, avec une mère. Quand vous regardez les tableaux de Toulouse-Lautrec, elle a souvent les yeux fermés. La présence et l'absence de cette mère, où il y avait une forme d'indépendance et de dépendance de Toulouse-Lautrec, qui sera comme un fil conducteur comme ça. Donc c'est différents niveaux, différents parcours, et tout ça se met en couleur sur la musique de Bruno Coulet, compositeur que tout le monde connaît, des films comme choriste, qui a eu des victoires de la musique. Et donc nous sommes en plein travail, il y aura un piano, un accordéon, tout ça sera simplé, c'est-à-dire qu'on pourra aller aussi bien d'un instrument tel que le piano, l'accordéon, mais peut-être une flûte, mais aller sur un quatuor ou peut-être une version orchestrale de quelque chose. Donc tout ça est en gestation et nous arriverons à bon port pour le mois de mai, j'espère. Et vous avez parlé du personnage de la mère, le père, parce que je crois qu'il vouait une haine terrible à son père. Je crois qu'il a même dit, parce qu'il est mort avant son père, Toulouse-Lautrec, il a même dit je savais que vous seriez là pour la Lali, quelque chose comme ça. Enfin, oui, c'est ça. C'est mais peut-être pas stricto sensu, mais c'est le comte Alphonse. Donc moi, je l'ai un peu évacué parce qu'il n'était pas nécessaire. Je n'écris pas un livret, c'est un collage. Je vais être dans une forme un peu dadaïste. C'est comme Entr'acte de René Clair. Donc c'est un collage pour pouvoir finalement porter un autre regard sur Toulouse-Lautrec. Et ce personnage n'était pas nécessaire parce qu'il était assez fou, il était nymphomane, il ne s'occupait pas de la comtesse Adèle qui était son épouse, la mère de Toulouse-Lautrec. Et donc je l'ai mis un peu de côté, comme si Aristide Bruand, bien sûr, mais Eloy Fuller, des personnages aussi, on va dire, prononcés, m'intéressaient beaucoup moins. Parce que comment clamer finalement des textes par Aristide Bruand ou recommencer des gestes à Eloy Fuller que tout le monde a bien entendu. Il y avait d'autres intérêts, je dirais, dramaturgiques à l'intérieur. Vous préférez l'amour que les personnages négatifs, on a compris. Attendez, il y a l'amour féroce aussi avec Toulouse-Lautrec. Vous savez, Jeanne Avril, ça a été un amour perdu, mais vous avez Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, bien sûr. Il a passé 2-3 ans aussi dans des maisons closes, donc vous avez aussi des dessins absolument somptueux. Mais c'est vrai que c'est plutôt un hymne à l'amour, ou alors c'est vivre d'amour ou ivre d'amour, je ne sais pas. C'est vrai que je suis plutôt dans ce sens plutôt positif encore. Alors si vous aimez les peintres, les corps abîmés et l'amour passion, il faut que vous songiez à travailler sur Frida Kahlo, ça serait fabuleux. Frida Kahlo, ou vous savez quoi, Velikovic aussi, les corps écorchés, mais c'est carrément... Oui, bien sûr, Frida Kahlo, c'est très intéressant. Il y a déjà un ballet qui a été créé, je ne sais plus par qui, sur Frida Kahlo, mais je ne sais plus le chorégraphe. Très bonne idée. Parfait. Allez, une dernière question, donc on va finir avec Afrique. Alors Afrique au pluriel, du chorégraphe burkinabé Sali Hassanou. Alors dans le cadre de la saison Africa 2020, et c'est présenté en partenariat avec le Théâtre Garonne du 30 juin au 3 juillet. On a le temps d'y penser, mais enfin un mot quand même sur cette pièce. Un mot, je crois que c'est encore une histoire, un chemin de fidélité avec Jackie Wayon, le directeur du Théâtre Garonne. C'est encore du déplacement du ballet, mais pour aussi construire aussi un contenu différent. Et là, nous avons décidé, cette relation que nous avons avec le Festival Montpellier Danse, Jean-Paul Montanari, d'ouvrir la deuxième partie et de l'offrir à une autre chorégraphe. Alors, il est vrai que j'avais pensé à elle pour une création, mais le temps nous en empêche par rapport à nos plannings. Ce sera qu'une partie des danseurs en présence au Théâtre Garonne. C'est pour ça qu'il n'y aura qu'une première partie de création avec Sali Hassanou. Oui, j'ai dit du chorégraphe, excusez-moi, donc de la chorégraphe, pardon. Bouchra Wisgren est la chorégraphe qui fait une création au Festival Montpellier Danse qui sera dans la deuxième partie. D'accord. Et les danseurs du ballet du Capitole feront une création avec Sali Hassanou dans la première partie. Ça s'appelle L'au-delà. D'accord. Parfait. Voilà. Bien, je crois qu'on a été exhaustif. Il me semble aussi. En attendant, on rappelle que le premier ballet de cette saison, le premier programme, Joyau français, se joue du 23 au 27 octobre sur la scène du Capitole. Merci Kader Belarbi. On poursuit évidemment l'émission avec, comme chaque jeudi, le coup de cœur hebdomadaire de Pierre Estournel. Pierre, vous étiez au théâtre Sorano, où vous avez assisté au numéro d'un drôle de comédien jongleur, il me semble. C'est le mot juste, effectivement, Mathieu, parce que ce spectacle, il est quand même particulièrement difficile à classer. Je parle du Lazare merveilleux qui était donné au Sorano, donc ce mercredi, comme vous le disiez. Il y a un détail qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est le fruit d'une collaboration avec le Théâtre du Grand Rond et la Grainerie dans le cadre du dispositif de l'Européenne de cirque. Donc ça, quand même, ça nous en dit un petit peu plus. C'est en fait un seul en scène et avec Antoine Thérieux, le créateur de la compagnie
compagnie Blizzard Concept. Il se présente lui-même comme un magicien et comme un manipulateur d'objets, c'est bien plus que ça. Lazare, c'était ce personnage, souvenez-vous, à qui Jésus avait ordonné de ressusciter. Et dans l'histoire qui nous est contée, eh bien, il va redonner vie à une plante qui s'appelle Neptunia, et puis à une sorte d'oiseau obèse, handicapé, qui s'appelle Gilbourg. Il est incapable de voler, on comprend qu'il a été victime de pollution, il a ingéré des objets, ça c'est un petit peu le côté fable écologique de l'affaire. Et voilà. Et Lazare, c'est quand même un personnage qui sait nous faire sourire, il parvient à nous faire sourire alors qu'il souffre de cette solitude. Et moi, j'ai bien aimé cette ambivalence, ça contribue à le rendre particulièrement attachant. On écoute un extrait sur scène. Finalement, c'est peut-être la dernière fois que j'écris dans ce livre. Gilbourg était censé repartir, or cette fois-ci, il est certain qu'il ne volera plus. Le ciel de Bécanie n'est plus qu'une utopie pour le bouffi volatile. Et il est peut-être temps pour moi de me demander ce que je n'ai pas vécu. Ah ça, mourir, c'est faire. Ressusciter, c'est faire. Mais mourir vraiment, c'est ce que ça fait, toi. Hein ? Ah oui, on se le demande. Antoine Thérieux se présente comme un magicien. Il enseigne la magie nouvelle au CNAC. Alors attention, rien à voir avec une recette alsacienne. Je parle du Centre national des arts du cirque. Mais ce n'est pas qu'un performeur. Antoine Thérieux, c'est également l'auteur de ce spectacle riche et original. Je lui ai posé quelques questions. D'abord, je lui ai demandé quel avait été son objectif de départ. Et je l'ai également interrogé sur son dispositif scénographique. On l'écoute. Au tout départ du projet, j'avais envie de travailler sur la notion de hasard merveilleux. C'est une notion que j'aime beaucoup développer en magie, où on donne la sensation au public de voir un événement qui paraît hautement improbable, mais qui paraît réalisable, parce qu'on donne des explications qui sont parfois vraies ou fausses, où on mélange un peu la physique et la magie. On est toujours dans un entre-deux, et j'aime bien travailler à cet endroit qui, pour moi, représente un peu la limite du cirque et le début de la magie. C'est vrai qu'il y a eu en tout cas un travail sur la scénographie. C'est la première fois que je me pose vraiment des questions donc, au tout départ du projet sur la scénographie. Je pense que dans les créations de magie nouvelle, elle est très importante parce que les techniques qu'on utilise et qu'on développe qui sont nouvelles avec quelques compagnies en France, on est souvent dans des lumières qui sont subites, dans le sens où on a des grosses contraintes de cacher des objets, de cacher entre guillemets, des artifices ou des choses qu'on ne doit pas voir. Et le fait de travailler sur la scénographie en amont nous a permis dans ce projet en tout cas d'avoir un éclairage quand même assez conséquent ou avec de la couleur. Et même si l'univers paraît parfois un peu sombre, on a quand même une luminosité qui est assez forte et qui, je pense, renforce un peu la magie. Il faut peut-être insister un petit peu sur le côté performeur, magicien, prestidigitateur de cette compagnie Blizzard Concept et d'Antoine Thérieux. Alors c'est au Sorano, donc vous l'avez compris, c'est jusqu'à ce vendredi seulement. Attention, c'est à 20h sans faute. Bien, très bien. C'est quoi le knack comme recette alsacienne ? Les fameux knackis de la choucroute. Ah, les knackis. D'accord. J'y étais pas. Bien, on va finir en beauté justement avec la belle Anna qui va nous proposer son agenda. Alors, pour une fois, j'ai pas fait dans le pluridisciplinaire, c'est vraiment un agenda 100% théâtre aujourd'hui. Bon, mais comme on avait un invité chorégraphe, voilà. Et on a parlé de cirque. On va revenir dans notre sens de prédilection. Alors, on va d'abord un peu voyager, d'ailleurs, ce week-end avec le Théâtre Garonne, qui nous amène tout droit à Melbourne. Dans le cadre de Australia Express, ils ont choisi de présenter plusieurs spectacles, dont Intimacy du Ranters Théâtre, qui est une pièce assez particulière, d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'une série de rencontres improbables entre inconnus. Alors parfois, les anecdotes sont plutôt drôles, parfois elles sont tristes et parfois elles sont vraiment absurdes. Alors pour ce faire, la troupe est partie sur le terrain et a rencontré beaucoup de personnes au hasard pour leur faire part de quelques confidences. Et sur scène, on a donc 3 acteurs brillants qui racontent ces anecdotes et qui semblent surtout en totale improvisation. Donc c'est vraiment
super. Les dates, donc, vous pouvez y aller directement à partir de ce soir et jusqu'à samedi au Théâtre Garonne à 19h. On part ensuite pour la cave poésie avec la chute de la maison Usher de la compagnie Nom s'énerve. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la cave poésie. La représentation est un seul en scène, conçu et interprété par Laetitia Boyau sur les traces de cette nouvelle fantastique d'Egdarpo. On se retrouve complètement plongé dans cette histoire d'étrangeté avec cette maison qui s'écroule, ces deux amis qui nous attendent à la cave. Alors là de suite, quand je parle comme ça, vous devez rien comprendre. Si, mais on connaît la maison Usher, on connaît. Voilà, mais c'est sûr que je peux pas en dire plus au final parce que sinon ça va être du gros spoil. Donc si ça vous intrigue, il faut se dépêcher d'aller le voir. Ça a déjà commencé, mais ça continue encore jusqu'à samedi à la Cave-Po à 21h. Quel teasing. Un petit dernier, non? Encore deux? Ouais, encore Allez, deux on a même. le temps. Alors, nous allons ensuite au Théâtre du Pavé, où est jouée à partir de ce soir la dernière création du Cornet AD. Il s'agit de Truisme, basé sur le best-seller original de Marie Dariussec, mise en scène par Jean-Pierre Armand et interprétée par Carole Laruy. Donc la pièce raconte ces péripéties d'une jeune femme qui est victime d'un trouble corporel assez surprenant. Et après réflexion, on se rend compte que Sujet de balai encore. Oui, enfin détruit sur le plateau. Bonne chance Kader Belarbi là. Le doigt du cinéma là. C'est pas très classique pour le coup. Après réflexion, on se rend compte que l'héroïne ne fait que montrer au final au grand jour la société dans laquelle elle évolue. Donc une fable onirique, mais aussi parfois quand même sombre et assez dérangeante, à retrouver à partir de ce soir jeudi et jusqu'à samedi au Théâtre du Pavé à 20h30. Et rapidement, donc, on va terminer le périple à Audi-Sud avec Ruy Blas, un texte de Victor Hugo, bien sûr, qui est présenté depuis hier déjà. Donc, il a été mis en scène pour l'occasion par Yves Bonnen et raconte les péripéties amusantes d'un héros romantique issu du peuple. Alors, drame, comédie, amour, révolte... Il y a tout ce que vous voulez dans cette pièce. On y retrouve le conte de fées avec le valet qui aime sa reine, mais aussi le mélodrame avec les deux cœurs purs qui vont succomber au serpent vénéneux, et sans oublier la comédie qui est franchement digne d'un Louis de Funès. Un drame romantique donc qui est assez brillant à retrouver à l'Audi-Sud de Blagnac encore demain, vendredi et samedi à 20h30. Eh ben c'est parfait, vous avez été complète. Nickel. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous remercions Kader Belarbi, notre invité. On lui dit à bientôt, parce que là, ça y est maintenant. Là, voilà. Maintenant, c'est comme ça. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et donc, merci à toute ma belle équipe. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci, À bye bye. prochain.